Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation donc de mon nouveau projet, c'est-à-dire la réalisation d'une conversation orale entre deux ordinateurs. Donc j'ai créé en langage Python ce qu'on appelle un agent conversationnel qui va apprendre à partir de différents éléments de discussion, il va apprendre à discuter lui-même avec un humain. Bien évidemment, ça a réussi à fonctionner et je me suis donc demandé si il pourrait discuter avec lui-même si je le copiais sur un autre ordinateur. Donc pour commencer, avant de vous présenter comment tout cela est construit, je vais vous présenter le résultat final, c'est-à-dire la conversation entre deux ordinateurs. C'est parti, activation du premier ordinateur et du second. Bonjour. Hello. Ça va bien? Très bien, merci. Je suis le roi du monde. Non, pas du tout. J'ai rendez-vous avec elle. C'est amusant, moi aussi. Au revoir, ordinateur. Au revoir, monsieur Turing. Je ne sais pas quoi répondre. Souhaitez-vous passer en mode apprentissage? C'est dommage. Oui ou non, je vous écoute. Non. Voilà donc cette conversation, j'espère qu'elle vous aura plu entre ces deux agents conversationnels. Ce qui vous aura peut-être amusé, c'est que effectivement, Monsieur Turing n'est pas exactement correctement reconnu pour ce qui est de la reconnaissance vocale française. C'est juste un essai qui était assez amusant de le faire entre ces deux ordinateurs. Donc je ne vais pas vous décrire tout de suite un peu comment fonctionne, vous allez le voir, c'est très intéressant, cette conversation entre ces deux ordinateurs. Je vais tout d'abord vous présenter un petit peu l'ensemble du projet de l'agent conversationnel en lui-même. Et précisément, ce que je vais vous montrer, donc, c'est tout d'abord la présentation de cette interface graphique et de sa construction, comment est-ce qu'elle a pu être construite, qu'est-ce qu'elle contient. On parlera aussi de la section reconnaissance faciale, parce qu'il est intéressant que justement quand vous avez une interface graphique homme-machine, eh bien que la machine puisse reconnaître à qui elle parle. Ça c'est très intéressant, et pourquoi pas qu'elle ouvre certaines mémoires de discussion par rapport à d'autres mémoires en fonction de la personne à qui elle est en face. Justement, on parlera des dictionnaires de mémoire, comment est-ce qu'ils sont construits, comment ils s'élaborent, comment ils s'amplifient. C'est ça qui est intéressant, comment on peut les remettre à zéro aussi. On parlera de la section apprentissage, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, parce que bien évidemment on peut interagir de manière écrite, mais comme ça va être une conversation qui au final sera orale, c'est mieux d'apprendre à l'ordinateur à discuter avec lui, avec ce qu'il entend réellement, hein, ça évite ces problèmes comme on l'a vu avec Monsieur Turing par exemple. On parlera de quelque chose qui m'a pris plus de temps mais qui était plus important à mes yeux, c'était le hasard pondéré. À savoir qu'il fallait que l'ordinateur ne fasse pas du ping-pong tout simple en suivant une liste d'instructions à dire en fonction de ce qui était entendu, mais qu'il ait aussi le choix et que ce choix soit plus ou moins pondéré. Donc c'est de ça dont on va parler. Il ne s'agit pas d'une intelligence artificielle sur réseau de neurones, hein, absolument pas. N'empêche qu'il y a quand même du hasard et qu'il a différents choix et que ces choix sont multipliés en fonction d'un poids. Voilà. On parlera donc du hasard pondéré. On parlera de comment a été élaborée la section de discussion, parce que non seulement il enregistre des items de discussion, c'est-à-dire quoi répondre à tel ou tel moment, mais il enregistre aussi des discussions du type ping, pong, pang. C'est-à-dire si vous avez dit ça et que vous avez répondu ça, que dire après? Et ça, je m'en suis rendu compte notamment lorsque je lui apprenais à dire bonjour et lui répondre salut.
il fallait pas que à salut il réponde bonjour, parce qu'il savait très bien que à salut il fallait répondre bonjour. Vous comprenez, il fallait bien que ce bonjour, salut, hello, ça va, bonjour, ça va, hello, salut, il fallait bien que ça s'arrête à un moment. Donc il fallait un dictionnaire ternaire et non plus binaire. Hein, non plus ping-pong, mais ping-pong-pong. Ça, c'est la discussion. C'est une couche supplémentaire que j'ai mis au niveau de la mémoire. On parlera bien évidemment par là où on vient de commencer cette vidéo, c'est-à-dire la synchronisation de paroles entre les deux ordinateurs. À savoir que un truc complètement fou, je vous dévoile un petit peu, mais quand on parle à l'ordinateur humain-machine, en fait, l'humain sait à quel moment les micros de la machine sont allumés, sont ouverts, quand l'écran passe au rouge. Et donc c'est à ce moment-là que l'humain parle. Bon, mais quand vous voulez faire parler deux machines entre elles, il y a un petit problème, c'est que la machine ne sait pas à partir de quand les micros de l'autre machine sont ouverts. Il lui faudrait des yeux. Donc j'avais pas envie de lui installer des yeux, et donc j'ai trouvé un moyen de synchroniser l'écoute et la parole des deux ordinateurs. Donc on parlera de ça. Et puis j'en finirai cette vidéo avec bien évidemment les liens vers le dépôt GitHub ou un autre lien, on verra, Binder peut-être, où on peut récupérer le code de cette application Python. Voilà. Donc à présent, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un petit peu comment ça fonctionne une interface graphique, comment est-ce qu'on construit, mais de manière très aisée, une interface graphique qui quand même est un petit peu élaborée. Alors vous avez vu, bon, pour l'instant l'interface graphique est toute la page, hein, de tout l'écran. Ici il va y avoir des choses qui vont s'afficher, mais comme on est en mode intro, ici pour l'instant il n'affiche rien, mais il y a quand même pas mal de boutons, elle est en attente. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est une fonction très très simple. Alors j'ai deux logiciels ici, j'ai ce logiciel qui s'appelle Qt Creator. Il permet de faire plein de choses sur les interfaces graphiques, et puis j'ai surtout Qt Designer, qui est une annexe un peu de Qt Creator, et c'est celui-ci que j'utilise, que je vais vous montrer. Alors en fait, il est très intéressant Qt Designer, parce que ici vous avez une feuille au centre, et c'est sur cette feuille qui au départ est vierge, où il n'y a rien dessus, que vous allez pouvoir glisser des éléments d'interface graphique. Donc vous prenez un élément, par exemple un radio bouton, vous le prenez, vous cliquez gauche et vous le glissez sur votre feuille centrale, et petit à petit, alors vous pouvez aussi mettre des encadrés, dans l'encadré dire que vous aurez tel ou tel type de bouton, etc. Vous pouvez réunir des boutons et dire qu'ils sont tous en mode radio bouton, donc quand il y en a un qui est appuyé, les autres sont éteints, etc. Donc on peut faire ça de manière très très simple en glisser-déposer. Mais ça ne fait pas tout, parce que le problème c'est que en fait, Qt Designer, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous sauvegarder votre fichier, ici il s'appelle AI-interface.ui, il le sauvegarde en .ui, et ça n'a rien à voir avec du Python. Et c'est là que c'est compliqué, c'est-à-dire que si vous faites un logiciel, enfin un script, un algorithme en Python, et que vous voulez qu'il utilise une interface graphique, il faut que votre interface graphique soit aussi elle-même codée en Python. Donc il faut arriver à trouver un moyen de jongler entre Qt Designer et puis Python. Alors je vais vous montrer comment ça se passe, j'ai mis longtemps à le trouver hein, sur internet, sur YouTube, j'ai regardé de nombreuses vidéos, j'ai trouvé comment ça fonctionnait. Donc ici, regardez, j'ai un bouton ici, Reset Deco, on verra à quoi il sert tout à l'heure. Je vais juste le modifier, ici je vais changer, je vais mettre Reset Deco avec un S, donc je l'ai modifié, il est passé en étoile. Et puis bien évidemment, je l'enregistre et l'étoile a disparu. Ça, il est enregistré. Alors, on va aller voir où est-ce qu'il se trouve. Donc, on est le 3 mars, ici, 12h13, 3 mars, 12h13, je viens juste de l'enregistrer, il est là. Bon. Il se trouve que ici, à gauche, j'ai un autre dossier qui est dans Windows C, donc qui n'est pas du tout au même endroit, où il y a déjà un interface.ui qui m'attend, et c'était une autre version 12h06. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais glisser ici ce interface.ui. Alors il me dit attention, il existe déjà, voulez-vous le remplacer? Je fais oui, je veux le remplacer. Et puis je vais prendre ici l'adresse de ce dossier et je vais la copier. À ce moment-là, ce que je fais, c'est que j'ouvre une invite de commande, cmd, alors je le prends sous Anaconda, ici, et je vais lui proposer justement d'aller dans le dossier où se trouve ce fameux fichier .ui. Donc ça y est, je suis dans le bon dossier, et là, je vais rentrer une commande qui va faire appel à un converteur de fichier UI vers fichier Python. Alors ce converteur, il faudra vous-même que vous le téléchargiez en faisant un pipe, tout simplement.
Donc c'est py UIC5. Et la commande elle est toute simple, c'est py UIC5 -x, et là vous allez lui donner le nom du fichier en UI que vous voulez convertir. Donc je prends tout le nom avec son ici sa finalité en .ui, je le copie, je retourne à mon invite de commande ici, je le colle. Donc -x, AI interface UI, interface 1.ui, puis ensuite je fais un -o, je lui remets le même nom de fichier, mais au lieu de lui mettre en .ui, je lui mets en quoi je veux que ça se termine, c'est-à-dire en .py. Et là je fais entrer, et regardez bien pour l'instant où ici vous avez qu'un seul fichier. Quand je fais entrer, il m'écrit rien du tout, mais ce que vous pouvez voir c'est que ici, cette fois-ci, il a transformé le .ui en .py. Bon, donc on a un fichier en .py. Alors qu'est-ce que je fais ensuite? Donc je peux fermer ici mon invite de commande. Je vais, alors vous avez vu ici, j'ai la version en .py, mon interface .py qui date de février, 3 février. Eh bien je prends celui-ci et je le mets ici. Alors il me dit attention, le fichier existe déjà. Je dis oui, il existe déjà, il n'y a pas de problème. Et hop, il me l'a remis ici, 3 février, midi 15. Bon, donc ça je vais fermer. À présent je vais aller dans Spider. Alors je vais déjà fermer ça. Voilà, donc je vais dans Spider. Et dans Spider, alors pour l'instant dans Spider, vous avez vu, j'ai mon logiciel, hein, mon agent conversationnel, j'ai d'autres fichiers Python qui sont ouverts. Je vais ouvrir justement celui qu'on vient juste de récupérer, le AI interface 1.py. Je vais l'ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je l'ouvre, je le fais glisser ici, et voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est ça qui va être très intéressant à regarder. Il me dit qu'il va ouvrir un module PyQt5. Donc effectivement, il y a plein de modules PyQt, des sous-modules PyQt qui vont permettre d'aller chercher justement des éléments d'interface graphique, mais en Python. Et voilà ce qui est génial, c'est que il m'a transformé tout ce que je lui ai demandé sur mon interface graphique, il me l'a transformé en code Python. Alors je vais vous montrer ici mon code d'agent conversationnel. Donc il y a différents imports. Il y a de très nombreux imports justement concernant PyQt. Et puis on arrive à un moment donné où on va créer un objet, une classe d'objet, justement UIForm, c'est-à-dire on va créer un objet d'interface graphique, et vous voyez que tout est en Python. Et il est déjà installé puisque justement mon agent conversationnel fonctionne avec une interface graphique. Mais j'ai fait une petite modification. Donc puisque j'ai fait une petite modification, eh bien je vais aller ici dans cette nouvelle interface en Python et je vais récupérer tout ce code qui est là. Donc à partir, alors je reprends pas classe UI, je prends juste en dessous et je récupère tout. Je récupère tout sauf le name égale main. Voilà, je vais jusqu'au bout ici et je fais un CTRL-C. Ensuite je retourne dans mon agent conversationnel, voilà. Je vais exactement à l'endroit, au même endroit, je sélectionne tout. Donc c'est tout le code Python qui code pour mon interface. Et puis je vais aller ici, exactement jusqu'au même endroit, c'est-à-dire reconnaissance requise. Voilà. Donc j'ai pas encore collé, je vous montre juste reconnaissance requise, voilà. Donc je reviens ici et je vais à présent faire un CTRL-V. Je fais un CTRL-V, voilà. Il me met une petite étoile comme quoi ça a changé, je fais un CTRL-S. Donc j'ai modifié l'information. D'accord? Quand je reviens ici, voilà. Donc c'est tout. La modification que j'ai réalisée est faite et elle va à présent avoir un effet sur mon interface graphique. Donc c'est aussi simple. Je vais sur Qt Designer, je change tout ce que j'ai besoin de changer, je crée, etc. J'enregistre. Ensuite, l'élément que j'ai enregistré, eh bien, dans une invite de commande, j'utilise l'invite de commande PyUIC5, c'est-à-dire le converteur, qui me transforme le .ui en .py. Ensuite, ça me crée un fichier .py, celui-ci, en .py. Bien sûr, il ne code en Python que l'interface graphique. Je récupère tout ce code et je l'installe dans mon agent conversationnel. Alors, bien évidemment, après, il y a d'autres choses à faire.
parce que tout ça c'était l'interface graphique. Après il faut créer un objet MyForm, donc un formulaire avec différentes variables, les variables qui vont prendre en compte les événements qui se passent au niveau de l'interface graphique, et puis lui dire qu'est-ce qui se passe quand on clique sur un des objets. Donc par exemple ici, on lui dit quand justement j'ai cliqué sur le bouton vocal, qu'il est connecté, à ce moment-là je fais appel à la fonction vocale rapide. Voilà, par exemple. Et puis après, j'ai toutes mes fonctions justement. Donc tout ça, c'est le codage de mon agent conversationnel. Voilà. Alors, à présent, ce que je vais vous montrer, c'est justement... Alors, attendez, il faut que je redémarre le noyau. Je vais vous montrer justement le fonctionnement, un petit peu, les différents éléments de cette interface graphique. Alors, je le lance. Donc voilà, on en était là. Donc tout d'abord, on est tout simplement en mode intro. Alors il y a différentes possibilités. On est en mode intro, il ne se passe rien. On peut voir ici, lui demander à voir le dictionnaire. Alors quand on clique sur gestion dictionnaire, ici il nous affiche. Donc sur cet écran, c'est géré en HTML. Donc on a différentes balises qui nous permettent d'avoir du gras, d'avoir des couleurs, etc. C'est ça qui est très intéressant. Et je vous en parlerai tout à l'heure, mais en fait, les mémoires, premièrement, mais aussi les mémoires de discussion, sont des dictionnaires. J'ai trouvé un moyen pour présenter le dictionnaire par ordre alphabétique. Donc voilà différents éléments de dictionnaire. Voilà la mémoire. Au revoir Monsieur Turing, au revoir ordinateur, bonjour. Donc vous voyez que c'est par ordre alphabétique. Et en fait, vous voyez que bonjour, en fait, c'est un élément de dictionnaire. Et il répond deux choses. Il a deux éléments dans le dictionnaire. Il y a tout d'abord une coordonnée. Et puis il y a un élément de réponse. Hello. Bon, ça c'est un dictionnaire qui a été fait justement pour la conversation entre les deux ordinateurs. Je vous en présenterai un autre un petit peu plus tard. Et puis il me présente aussi un autre dictionnaire, qui est le dictionnaire de discussion. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, je vous ai dit, pas seulement ping-pong, mais ping-pong-pang. Donc par exemple, si on lui donne A1, si on lui donne A1, B1, que doit-il répondre? Eh bien, il répond C1. Si on lui donne B1, C1, que doit-il répondre? Il doit répondre D1. En fait, ce dictionnaire de discussion, au lieu d'avoir à réécrire tous les mots en français, eh bien, j'utilise ce que j'ai appelé les coordonnées. C'est-à-dire, chaque item de discussion a une coordonnée. Par exemple, hello a pour coordonnée B1. Et puis, bonjour a pour coordonnée A1. Donc s'il y a une conversation qui commence par bonjour, hello, quoi répondre? Eh bien il faut répondre C1. Donc on regarde ici qui a une coordonnée C1, c'est ça va bien. Et donc il ne fera jamais un bonjour, hello, bonjour, il fera plutôt un bonjour, hello, ça va bien. D'accord? Donc voilà, donc il y a une petite interface qui s'ouvre sur l'interface, c'est-à-dire ici il nous demande qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire une recherche dans le dictionnaire? Est-ce qu'on veut faire effacer un élément? Est-ce qu'on veut faire une recherche par synonyme? Est-ce qu'on veut faire plutôt une sortie? Donc là, je vais lui demander, proposer de faire une sortie. Donc voilà pour le dictionnaire. On peut lui proposer de faire un reset du dictionnaire, donc il va tout effacer. On peut lui demander d'interagir entre les deux ordinateurs, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà. On peut lui demander aussi de passer en mode apprentissage. Et le mode apprentissage, c'est à ce moment-là qu'on va interagir avec l'ordinateur et puis il va apprendre de tout ce qu'on va écrire quand on est en mode écrit, ou alors il va apprendre de tout ce qu'on va dire lorsqu'on sera en mode vocal. Et puis, pour finir, il y a le mode interaction, où dans ce mode interaction, eh bien, là il n'apprend plus, mais il utilise la mémoire pour répondre. D'accord ? C'est là l'interface entre l'homme et la machine. Et enfin, vous avez cette partie-là, qui est la partie reconnaissance faciale, où si je l'active, en fait, il va allumer la caméra, et puis il va essayer de me reconnaître. Pour l'instant, vous avez vu, il y a écrit reconnaissance requise. Il n'y a pas de nom d'individu qui est écrit ici, mais si je l'active, justement, il passera en reconnaissance. Donc à présent, ce que je vais vous montrer, c'est comment fonctionne un petit peu la reconnaissance faciale et comment justement il active certaines mémoires à partir du moment où il a reconnu quelqu'un. Donc pour l'instant, vous avez vu, je n'ai pas activé, et là il y a écrit reconnaissance requise, il n'y a pas écrit prénom. Alors d'abord, je vais vous montrer ce qui se passe lorsqu'on interagit avec l'ordinateur et qu'il ne vous a pas reconnu.
on va lui faire une interaction, c'est-à-dire une discussion, mais en mode vocal. Donc je me mets en mode vocal et je me mets en mode interaction, ici. Bonjour inconnu. Hello. Ça va bien? Donc je lui ai pas répondu, il m'a demandé ça va bien, l'écran est devenu rouge, interaction à l'oral, parler quand l'écran est rouge. Il m'a dit, je ne sais pas si vous avez entendu, il m'a dit bonjour inconnu. Donc il m'écrit bonjour. En fait, il m'a dit bonjour inconnu, il ne sait pas qui je suis. Je lui ai répondu hello, il m'a répondu ça va bien. Puis comme j'ai rien dit, paf, il est revenu en mode intro. Ok. Maintenant, je vais vous montrer ce qui va se passer si jamais je passe en reconnaissance faciale. Alors, pour ce faire, je vais d'abord réinitialiser la machine. C'est un petit bug qu'il faudra que je remodifie. Quand on veut relancer, j'ai pas encore mis de bouton de relancer, donc je suis obligé de réinitialiser le noyau. C'est un petit peu ennuyeux. Donc voilà, je relance ici. Et cette fois-ci, je vais d'abord passer par la reconnaissance faciale. Donc il écrit reconnaissance requise. Il va allumer la reconnaissance faciale en passant par ma webcam externe. Donc, ça y est, il active la webcam, et donc me voilà, je suis à l'écran. Et là, il essaye de reconnaître quelqu'un. Donc, il essaye de me reconnaître. Alors, pour l'instant, il ne me reconnaît pas. Ça y est, il me reconnaît. David, 47 ans, masculin, prof de biochimie. Vous voyez? Ça dépend des éclairages. C'est-à-dire que quand j'ai préparé ça, j'avais une certaine coupe de cheveux qui était un petit peu différente. Donc, une fois qu'il m'a reconnu, je passe en mode intro. Vous avez vu mon curseur là-haut en haut à gauche, et je clique sur le mode intro. Donc voilà ce qu'il fait en fait. Ce que je vais proposer au niveau de l'interface graphique, c'est de me présenter la capture écran de ce qu'il avait vu, de ce que la caméra avait vu. Capture écran, donc ici David, 47 ans, masculin, prof de biochimie, et il m'écrit aussi le prénom. Et à présent, on va passer en mode interaction. Donc je me remets en mode vocal, rapide, et je me mets en mode interaction. Et là, vous allez écouter, est-ce qu'il dit bonjour inconnu ou est-ce qu'il dit autre chose? Écoutez bien. Bonjour David. Hello. Ça va bien? Très bien, merci. Je suis le roi du monde. Etc. etc. Donc je vais... Je ne sais pas quoi répondre. Souhaitez-vous passer en mode apprentissage? Oui ou non, je vous écoute. Non. Donc vous avez vu, il était en train d'enregistrer, etc., etc. Bon, bref. Mais vous avez entendu la différence. Donc quand on fait une reconnaissance faciale, donc d'une part, l'interface graphique de l'agent conversationnel peut vous reconnaître. Elle met votre visage en petite vignette et surtout elle retient votre prénom parce qu'elle a reconnu par rapport à la base de données qui vous étiez. Et après coup, par conséquent, elle peut interagir différemment avec vous par rapport à sa mémoire. Et notamment, lui dire bonjour inconnu, elle dit pour le coup bonjour et elle dit votre prénom. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc à présent, ce dont je vais vous parler, c'est de comment est organisée un petit peu la mémoire des items d'interaction, mais aussi la mémoire de discussion. C'est deux choses un petit peu différentes. Et donc pour vous montrer ça, je vais vous montrer à partir de dictionnaires, parce que j'ai différents dictionnaires qui sont enregistrés, à partir de dictionnaires beaucoup plus courts. Donc on va aller faire un reset dico ici, et puis il ouvre Tkinter, une interface Tkinter, il me demande d'ouvrir l'emplacement de mes dictionnaires. Donc ici, sauvegarde dico, là j'ai différents dictionnaires que j'ai enregistrés, on va prendre un dico assez court. Voilà. Donc dans les dictionnaires, il y a toujours deux éléments, donc un dictionnaire de mémoire et un dictionnaire de discussion. Donc on ouvre les deux, on lui donne l'adresse des deux. Quand je fais gestion, donc là vous voyez il y a plein de choses, quand je fais gestion de dictionnaire, je me retrouve avec un dictionnaire qui est beaucoup plus court. Donc il y a juste bonjour, hello, tu vas bien. Et autrement dit, quand il reçoit l'information, alors c'est un dictionnaire, hein, quand il reçoit la clé bonjour, eh bien il a deux valeurs de ce dictionnaire par rapport à cette clé. Il a tout d'abord une coordonnée qui est A1, c'est la coordonnée du mot bonjour, et il a une réponse unique qui est hello. Si la personne répond hello, eh bien il va chercher à nouveau dans son dictionnaire de mémoire, il trouve hello,
il comprend que la coordonnée de hello c'est B1 et qu'il a une réponse, c'est tu vas bien. Et cette réponse est proposée une fois. Il y a aussi une pondération ici qui est de 1 et on verra tout à l'heure comment on améliore, comment on peut utiliser cette pondération. Et puis si quelqu'un lui dit tu vas bien, eh bien il sait que c'est de coordonnée C1, mais vous voyez que ici il n'a aucune réponse. Autrement dit, si quelqu'un lui dit tu vas bien, eh ben il ne saura pas quoi répondre. D'accord? Donc on va regarder déjà comment l'ordinateur en interaction avec l'humain utilise ce dictionnaire. Ok? Bonjour inconnu. Hello. Tu vas bien? Bonjour. Hello. Hello. Tu vas bien? Bonjour. Hello. Tu vas bien? Je ne sais pas quoi répondre. Souhaitez-vous passer en mode apprentissage? Oui ou non, je vous écoute. Non. Et donc là, vous avez vu, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, il a bien répondu à bonjour, il a bien répondu à hello, mais quand on est passé à tu vas bien, eh bien, assurément, comme dans le dictionnaire mémoire, il n'y avait rien, eh bien, il ne pouvait répondre à rien, tout simplement. D'accord? Alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est ce que je vais vous montrer, c'est comment on peut implémenter un petit peu cette mémoire, ce dictionnaire de mémoire. Alors il va bugger peut-être un petit peu, voilà, il bug un petit peu au début, c'est pas bien grave. Voilà, on est en mode intro. Alors j'ai rajouté un petit bouton Reinit, c'est pour éviter les bugs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode apprentissage. Et en mode apprentissage, en fait, l'interface va nous demander une entrée. Et là, on va lui donner, pour entrer, on va lui donner l'entrée tu vas bien. Là, il va aller repérer que cette entrée, elle existe déjà, qu'elle a cette coordonnée-là, et il va nous demander la sortie. Et on va lui donner la sortie. Puis il va nous demander une nouvelle entrée, on va lui donner une nouvelle sortie. En fait, j'ai construit cette interface pour que ce soit comme un bébé qui écoute ses parents. D'accord ? Et donc, l'entrée, c'est la maman, la sortie, c'est le papa. Et en fait, l'enfant écoute les informations. D'accord ? Donc, par exemple, on va lui dire, comme entrée, la maman dit « tu vas bien » et le papa répond « super et toi ». Et puis, comme nouvelle entrée, on va lui dire « tu vas bien ». Et là, on va lui proposer une nouvelle sortie. Et ce que vous allez voir, c'est comment est-ce qu'il va remplir le dictionnaire. On va lui dire, donc, tu vas bien, super et toi. Tu vas bien, merci et toi. Et on va lui redire, tu vas bien, merci et toi, de manière à pondérer cette sortie, merci et toi. Vous êtes prêts? On essaye? Alors on y va. Donc on se met en mode vocal et en apprentissage. Et là, il me dit, apprentissage à l'oral, cliquez sur entrée et parlez votre entrée à l'ordinateur. Donc parler, c'est qu'on est en mode vocal rapide. Donc c'est parti. Donc on commence par tu vas bien. Je vous écoute. Tu vas bien? Donc vous voyez, l'entrée, donc reconnaissance vocale, tu vas bien, il l'a reconnu et il me l'écrit. Si jamais je vois que c'est pas exactement ça que je voulais dire, qu'il m'a mal compris, je peux sortir pour interrompre l'apprentissage. Et là, il attend la sortie. Cliquez sur entrée et parlez votre sortie à l'ordinateur. Donc je vais lui dire super et toi. Je vous écoute. Super et toi. Donc il me met sortie super et toi. Et ça n'a pas l'air comme ça, mais il va remplir petit à petit le dictionnaire, mais il est aussi en train de remplir la discussion. Alors bien évidemment, il attend qu'il y ait 3 items à la suite pour pouvoir commencer une discussion. On verra ça tout à l'heure. Donc là, en fait, c'est une discussion complètement débile. Pour le coup, on n'est pas en train de faire une discussion. Je vais lui redire « tu vas bien » et je vais lui changer la réponse. Donc tout d'abord, on avait « super et toi », je vais lui dire « super, merci ».
Je vous écoute. Tu vas bien? Je vous écoute. Super, merci. Et à présent, je vais lui redire super et toi, histoire de pondérer le super et toi. Alors, bien sûr, tu vas bien d'abord. Je vous écoute. Tu vas bien? Je vous écoute. Super, et toi? Alors, ce que vous pouvez voir ici, là, c'est que au départ, on n'avait pas grand-chose en fait, hein. On avait que étoile A1, B1 et A1, B1, C1. On n'avait que ça au tout début. Et là, du fait que on a commencé à lui remplir d'autres choses, eh bien, à partir de rien, on lui a dit tu vas bien, et il a répondu D1. D1, c'est la nouvelle coordonnée. Et D1, c'est quoi? C'est super et toi. Tu vas bien. D'accord? Donc, rien, tu vas bien, super et toi, une fois. Ensuite, tu vas bien, super et toi. Et là, de nouveau, tu vas bien. Donc, c'est une réponse qui est complètement débile, hein, mais pourquoi pas. Et donc, on va voir comment il va pondérer tout ça. Alors, déjà, je fais un cancel. Je vous écoute. Alors, bon, là, il bug un petit peu, c'est pas grave, on va l'arrêter. Alors, il faut lui faire un Q, je pense. Je vous écoute. Voilà. Et intro. On va lui faire un réinitialise. Et puis on va aller regarder le dictionnaire. Donc voilà le dictionnaire maintenant à quoi il ressemble. Donc vous voyez qu'en réalité il est bien plus rempli. Mais ce que je souhaitais surtout vous montrer, je ne sais pas si on va le voir, c'est la pondération. Regardez comme c'est super, c'est ici. Regardez bien, tu vas bien. Il y a écrit coordonnée C1. C'est-à-dire qu'on l'a répété 1001 fois, hein, tu vas bien. Mais pour autant, comme c'était le même tu vas bien, il ne m'a pas créé une nouvelle clé. Elle est restée en C1. Et il me répond super et toi, on l'a dit 2 fois. Donc il l'a pondéré 2 fois. Et il y a aussi une autre réponse qui est super merci. Donc vous voyez, c'est génial. Pourquoi c'est génial? Parce que à présent, quand on va passer en mode interaction et que je lui dirai tu vas bien, eh bien, au lieu d'avoir 0 réponse et de me dire je ne sais pas quoi répondre, il va avoir suspense, réponse, il va avoir 3 réponses parce qu'elles sont pondérées. Il va avoir la réponse super et toi, il va avoir la réponse super et toi, et il va avoir la réponse super merci. C'est comme ça que j'ai écrit l'algorithme. C'est-à-dire que je ne voulais pas qu'il prenne tout le temps l'item qui était de poids le plus lourd, c'est-à-dire super et toi. Je voulais qu'il fasse un hasard sur la somme des pondérations, il y a 3. Donc je veux qu'il fasse un hasard de 3. Et effectivement, il y a un item qui est présent 2 fois, donc il y a plus de chances de tomber. Donc on est bien sur du hasard, libre arbitre, pondéré. C'est le nom ici de cet algorithme. Alors maintenant, ça serait bien qu'on se rende compte, le tu vas bien, qu'on se rende compte que, eh bien justement, il choisit l'un, il choisit l'autre. C'est ce qu'on va essayer de regarder maintenant s'il n'y a pas de bug. Je réinitialise, on ne sait jamais. Vous êtes prêts? Allez, on croise les doigts, on y va. Bonjour inconnu. Hello. Tu vas bien? Bonjour. Hello. Tu vas bien? Super et toi? Tu vas bien? Super merci. Tu vas bien? Super et toi? Tu vas bien? Super merci. Tu vas bien? Super merci. Bonjour. Ah,
Alors là, il a bugué, on ne sait pas pourquoi. Mais vous savez, vous avez vu, il m'a dit 2 fois super merci l'un à un côté de l'autre. Alors, au départ, il m'a dit super et toi, ensuite super merci, super et toi, super merci. Après, il m'a redit un super merci. Bien évidemment, on se rend mieux compte de ce libre arbitre pondéré lorsqu'on a affaire à de multiples réponses avec des pondérations bien plus différentes. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose que je tenais à vous montrer. C'est la possibilité que cet enfant entende ses parents et qu'il comprend qu'à un item de conversation, on peut répondre plusieurs choses, mais que son papa ou sa maman répond plus souvent telle ou telle chose, mais qu'il a quand même le choix. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire à propos de cette partie justement sur la mémoire. On va en parler à présent de la discussion. Donc à présent, ce que je vais vous montrer, après vous avoir présenté la partie dictionnaire mémoire, je tiens à vous présenter la partie dictionnaire discussion. Ici c'est la partie dictionnaire mémoire, ici c'est la partie dictionnaire discussion. Ce que je vous ai déjà dit, c'est que les discussions, en fait, c'est des fils de discussion ternaires avec les coordonnées. Et chaque coordonnée, par exemple A1, B1, veut dire bonjour pour A1. On regarde ici, A1, c'est la coordonnée de bonjour. Et puis B1, c'est la coordonnée B1 de hello. Donc ça, c'est bonjour, hello. Et en fait, dans ce dictionnaire de discussion, bonjour, hello, il répondra C1, c'est-à-dire il répondra tu vas bien. D'accord ? Ce que je tiens à vous présenter maintenant ici, c'est quel est l'intérêt de ce dictionnaire de discussion. Premièrement. Deuxièmement, vous montrer que, en fait, le dictionnaire de discussion vient prendre le pas prioritaire sur le dictionnaire de mémoire. Pourquoi ? Bien parce que si j'apprends à l'ordinateur que quand on lui dit bonjour, il doit répondre hello ou salut, et quand on lui dit salut, eh bien il doit répondre bonjour ou hello, vous comprenez bien que la conversation ne va jamais s'arrêter du type bonjour, salut, hello, bonjour, hello, salut. Par contre, si je lui dis top, tu prends plus le dictionnaire de mémoire, tu prends le dictionnaire de discussion en priorité. Et bien là, quand on lui dit bonjour, hello, il va chercher le doublet A1B1. Et A1B1, il est présent qu'une seule fois. Et il y a écrit ici C1. C'est-à-dire que il va sortir de bonjour, hello, il ne va pas répondre bonjour, bien que hello, il pourrait très bien y avoir écrit un bonjour ici, c'est ce qu'on va voir justement. Eh bien, non, il va chercher C1, parce que dans la discussion, c'est bonjour, hello, tu vas bien. D'accord ? Et pour finir, je tiens quand même à vous dire, avant de commencer, c'est que si jamais il ne trouve pas le doublet dans la discussion, par exemple, bonjour, comment tu vas ? Voilà le doublet. S'il ne le trouve pas, eh bien là, à ce moment-là, il répercute sur le dictionnaire mémoire et il va chercher quelle est la réponse à comment tu vas. Donc s'il n'y a pas bonjour, comment tu vas comme doublet, il va chercher à comment tu vas et il va trouver tu vas bien. Mais parce que bonjour, on ne dit pas comment tu vas, on dit bonjour et on répond bonjour. Et après, on dit comment tu vas. D'accord ? Donc c'est là le petit distinguo et justement on va le mettre un petit peu en péril pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc ce que vous voyez ici, c'est que vous avez un doublet B1, C1, D1. Alors B1, C1, c'est bonjour. Ensuite, C1, c'est tu vas bien. Et puis ensuite, il y a D1. D1, c'est ici, très bien, merci. Et ce que vous voyez, c'est que le doublet B1C1 n'est présent qu'une seule fois ici dans le dictionnaire de discussion. Donc, je vous rappelle, hello, tu vas bien, très bien, merci. D'accord ? Et ce que je vous propose de faire là maintenant, c'est justement de rentrer en interaction avec l'ordinateur et de faire en sorte de voir qu'est-ce qu'il répond quand on lui dit très bien, merci. Et quand on lui demande tu vas bien, vous voyez que quand on lui dit tu vas bien, il répond pas forcément très bien merci. D'accord ? Très bien merci, il y a 2 fois, mais il y a aussi super merci, il y a ça va super et oui très bien. Bon. Donc quand on lui dit tu vas bien, il n'est pas obligé de répondre très bien merci. Par contre, vous allez voir que quand on lui dit hello, c'est-à-dire B1, suivi de tu vas bien,
eh bien, il n'a plus le choix sur tout ça. Il est obligé de dire D1, c'est-à-dire très bien, merci. Ok, on y va? Allez, on le teste. On passe donc en mode interaction. Je me suis écrit mon petit papier pour pas me tromper. Voilà. C'est parti. Bonjour inconnu. Bonjour. Hello. Tu vas bien? Très bien, merci. Tu vas bien? Super, merci. Tu vas bien? Super, merci. Tu vas bien? Très bien, merci. Tu vas bien? Super, merci. Bonjour. Hello. Tu vas bien? Très bien, merci. Tu vas bien? Super, merci. Tu vas bien? Très bien, merci. Au revoir. Je ne sais pas quoi répondre. Souhaitez-vous passer en mode apprentissage? Oui ou non, je vous écoute. Non. Donc j'espère que vous avez vu ce que je voulais vous montrer. On va aller le voir parce que c'est ça qui est bien un peu avec cette interface graphique, avec ce petit écran, c'est qu'il enregistre tout. Alors j'ai fait en sorte, écoutez bien, j'ai fait en sorte qu'il y ait le fameux Hello, tu vas bien qui se suivent. Et c'était à moi de lui dire tu vas bien, donc il fallait à tout prix que lui me dise hello. Donc pour que lui me dise hello obligatoirement, il fallait que moi je lui dise bonjour. C'est pourquoi je lui ai répondu bonjour à son bonjour, ce qui était complètement idiot. Mais en lui disant bonjour, il était obligé de me dire hello. Il m'a dit hello. Et là je lui ai dit tout va bien. Et là on a notre fameux couple qui est le B1, hello, C1. Là, priorité. Il va dans le mémoire discussion. B1, C1, il le trouve, c'est forcément D1. Et il répond D1, très bien, merci. Et là, je lui remets tu vas bien, je lui mets un C1. Autrement dit, il se retrouve avec un D1, C1. Il cherche dans sa mémoire, et là, D1, C1, il trouve rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le dictionnaire mémoire, puisque B1, C1 n'était pas dans la discussion, il va chercher à quoi répondre à tu vas bien, et il trouve super, merci. D'accord? Donc quand on lui dit hello, tu vas bien, il répond très bien, merci. C'est ce qu'on voit ici. Hello, tu vas bien, très bien, merci. Par contre, quand on lui dit tu vas bien et qu'il n'y avait pas de hello avant, il peut répondre ce qu'il veut. Et il répond super, merci. D'accord? Donc la distinction entre les deux. Le dictionnaire discussion est prioritaire. D'accord? Puis, s'il ne trouve pas de doublet, je vous remets le doublet pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. S'il ne trouve pas ce fameux doublet B1C1, par exemple, si c'était un doublet B1E1 qu'il ne le trouve pas, ici il n'y a pas de B1E1, et bien à ce moment-là, il va chercher en E1, coordonnée E1, qui est super merci, et il répond tu vas bien. D'accord? Donc il va chercher à ce moment-là dans le dictionnaire de mémoire. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire à propos des dictionnaires, donc cette distinction entre la discussion qui est prioritaire, ternaire, et ensuite le dictionnaire de mémoire qui lui est plutôt d'ordre binaire, du dernier recours. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va recommencer un peu ce qu'on a fait au début de la vidéo, à savoir une communication entre deux ordinateurs. Mais cette fois-ci, on va regarder techniquement qu'est-ce qui se passe en coulisses au niveau de Python. Comme vous l'avez pu le voir précédemment, quand on fait une interaction avec l'agent conversationnel homme-machine, eh bien l'homme est bien évidemment, il voit que l'écran passe au rouge. Quand l'écran passe au rouge, ça veut dire que les micros de la machine sont ouverts et que l'humain peut parler. C'est à ce moment-là que l'humain parle. Seulement, quand on est face à face avec deux machines, si je mets les deux machines face à face, comment faire pour que une des machines se rende compte que l'autre machine, en fait, a ses micros qui sont ouverts. Et donc, c'était là un peu toute la difficulté.
que j'ai réussi à pallier justement en utilisant un subterfuge, c'est-à-dire que j'ai utilisé l'Internet Protocol. Et l'Internet Protocol envoie un message en passant par la box, Livebox. Il envoie un message en disant voilà, on est connecté en Internet Protocol, j'écoute, tu peux parler. Et donc l'autre ordinateur comprend que le premier ordinateur écoute, et à ce moment-là, il se met à parler. Et pendant ce temps-là, l'autre, il a ouvert ses micros, il écoute, il capte le message. Et ensuite, le message est envoyé à Google. Google fait de la reconnaissance vocale et me renvoie la réponse. Et ensuite, l'ordinateur, avec cette réponse, qui est donc l'entrée, va chercher la sortie dans le dictionnaire mémoire. Alors, soit dans le dictionnaire mémoire, soit dans le dictionnaire de discussion. Donc c'est ce qu'on va voir. On va voir un petit peu les coulisses, parce que j'ai fait en sorte que les coulisses s'écrivent dans la console. Donc ici, entre deux ordinateurs aussi, l'ordre de parole, celui-ci je vais lui mettre 1. Ici 1, alors, verrouillage numérique 1 ici, et lui je vais lui mettre 2. Ordre de parole 2. Voilà, on va faire OK, OK. OK, OK. Ensuite, chacun des ordinateurs regarde sa propre adresse IP pour la donner à l'autre. Bien évidemment, ça passe par un humain. Donc celui-ci, il a 192.168.1.17. Donc je le remplis ici. Ici, je remplis 192.168.1.17. Ça c'est fait. Quant à lui, il a 192.168.1.22. Alors vous remarquerez qu'il passe par la même passerelle, qui est celle de ma box, qui est la 192.168.1.1. D'accord? Donc ils ont la même racine d'adresse IP. Donc ici, 192.168.1. Et on regarde là-bas, c'est 22. Donc 22 qui va vers là-bas, et 17, ici, 17, qui va vers ici. Voilà, les deux adresses IP sont rentrées, et on va lancer donc la communication. Bonjour. Hello. Ça va bien? Bon, voilà, ça a planté. C'est peut-être un problème d'internet. Je suis pas sur la fibre. C'est pas grave. On a quand même fait bonjour, hello, ça va bien. On va arrêter là cette vidéo. Enfin, plutôt la conversation entre les deux ordinateurs, on va l'arrêter là. À présent, on va regarder ce qui s'est passé en coulisses. Et c'est ça qui va être très très intéressant. Alors déjà, je vais arrêter le script ici. Et surtout, ne pas effacer le script qui est là. C'est ça qui m'intéresse. Alors j'arrête l'autre machine aussi. Voilà, ici. Ici, je vais agrandir un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Et le code aussi, on va l'agrandir. Voilà. C'est parti. Alors, tout d'abord, on va ouvrir Qt Designer. Tout d'abord, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on clique sur le fameux bouton communication entre deux ordinateurs? Donc ici, là, j'ai mon interface graphique. Ici, j'ai mon bouton entre deux ordinateurs. Quand je clique, alors pour l'instant, vous avez vu, il y a forme, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est l'interface graphique qui est sélectionnée. Quand je clique sur ce bouton-là, qu'est-ce qui se passe au niveau du script Python? Eh bien, vous voyez que Ordi, le bouton Ordi est sélectionné. Donc c'est ce bouton-là, qui est un radio-bouton, qui s'appelle Ordi. Donc au niveau du script Python, le bouton Ordi, qu'est-ce qu'il fait? C'est ce qu'on va aller voir. Donc c'est ici que ça se passe. Ici il y a écrit Self-UI, donc ça c'est mon interface graphique. Le bouton Ordi, le voilà. Quand il est connecté, Toggle Connect, à ce moment-là, il met en route, je ne sais pas si vous voyez assez bien, je vais grossir. À ce moment-là, il met en route la fonction, il envoie la fonction toOrdi. Donc on va aller voir ce que fait la fonction toOrdi. Donc je la sélectionne, copie,
CTRL F, toOrdi, on va aller voir la fonction toOrdi. Voici la fonction toOrdi. Donc quand je clique sur le bouton ordinateur, 2 ordinateurs, il va à la fonction toOrdi. Il me dit passage par toOrdi. Donc on va voir ce qu'il écrit dans la console. Je vais vous montrer ce qu'il a écrit dans la console. Il a écrit plein de choses, ça va être intéressant à regarder. Donc voilà, ici c'est le lancement. Ici il présente le dictionnaire mémoire, il présente les différentes clés et il présente le dictionnaire de discussion. Ok, passage par toOrdi. Donc là il y a écrit passage par toOrdi, il l'a écrit ici, passage par toOrdi. Ok, ça commence comme ça au niveau du script. Tout d'abord, il regarde si la variable qui s'appelle fin est égale à 1. Alors c'est quoi fin? En fait, c'est au niveau de l'interface graphique, il est constamment en veille. Il regarde si oui ou non le bouton toOrdi est oui ou non activé. Si le bouton toOrdi n'est pas activé ou alors si l'interaction entre 2 ordinateurs a été arrêtée, à ce moment-là, il passe en fin égale 1. Il met toOrdi, le bouton toOrdi, il le passe à false, donc il enlève la connexion toOrdi. Et puis il passe le bouton radio button, il le passe à true. Alors le bouton radio button, c'est tout simplement, là c'est toOrdi, ici, qui s'appelle ordi. Le bouton intro, il s'appelle radio button. D'accord? Donc en fait ici, dès qu'il se rend compte qu'on n'est plus en mode 2 ordinateurs, eh bien il met le bouton 2 ordinateurs à false et le bouton intro à true. Donc c'est juste en fait pour sortir. Ensuite il regarde. Donc il arrive ici, il va d'abord mettre à jour certaines variables. Peut-être qu'on en discutera un petit peu des variables après. Ensuite, il met dans une variable yep, il va mettre un message texte en mode HTML. Donc là, on écrit du HTML, on met la couleur 00, ça c'est du noir. Ensuite, la taille 20, la police, MS Shell, on le met en bold, donc en gras, et il va écrire à l'écran, il va écrire interaction entre 2 ordinateurs. Où est-ce qu'il envoie ce message? Il l'envoie dans la fenêtre qui s'appelle apprentissage de mon interface graphique. Alors la fenêtre apprentissage, ici j'ai mon écran, et rappelez-vous, il y a une petite fenêtre à droite. Quand je clique cette petite fenêtre, effectivement elle s'appelle apprentissage. Donc ce fameux texte, ici, là, yep, est envoyé, cet texte, il est envoyé à cette petite fenêtre. Donc il l'affiche, communication entre 2 ordinateurs. Ensuite, il rajoute append à apprentissage de l'interface graphique. Il va lui rajouter un /n, un anti/n, c'est-à-dire il saute une ligne. Puis de nouveau, une nouvelle variable yep pour donner un autre message qu'on va mettre à l'écran. Et cette fois-ci, on écrit définissez mon ordre de parole. Donc l'ordinateur, les 2 ordinateurs, parce qu'ils sont 2, vont chacun demander l'ordre de parole. C'est exactement ce qu'on a fait, ce qu'on a vu. Ensuite, de nouveau, on affiche yep sur la fenêtre apprentissage, et puis on saute une ligne. Et puis, ouverture d'une boîte de dialogue. Queue input dialogue. Donc, on ouvre une boîte de dialogue, c'est-à-dire on attend la réponse 1 ou 2. D'accord? On lui met un style sheet à cette boîte de dialogue, avec une couleur. Et puis, alors ça n'avait pas marché, mais c'est pas grave. Et puis, on va récupérer l'information qui vient de la boîte de dialogue. Donc, elle s'appelle SafeQuesty. Donc, SafeQuesty, ici, getText, donc on récupère le texte, on écrit une petite légende dans la boîte de dialogue, 2 ordis, ordre de parole 1 ou 2, donc on attend la réponse 1 ou 2, et la réponse va aller dans la variable texte. Et on va récupérer cette variable texte, qui pour l'instant est un string, on le met en integer, c'est 1 ou 2 en integer, qu'on fait passer dans la variable ordre. Ok, vous me suivez? Ensuite, on va regarder, effectivement, si la personne a bien rempli 1 ou 2, et si jamais elle a rempli ni 1 ni 2 et complètement autre chose, à ce moment-là, on met la variable fin à 1. Rappelez-vous, quand on met la variable fin à 1, ça éjecte du mode 2 ordinateurs et ça passe en mode intro. D'accord? Donc ça, c'est pour sortir. Qu'est-ce qu'il fait quand il continue? Bien voilà, première chose qu'il va faire, et ça c'est en coulisses, chacun des 2 ordinateurs va aller chercher get host by name, en passant par socket. Socket, alors on nous dit, socket, ce module provide socket operation and some related function. Donc en fait, ça va, donc c'est en Unix, il supporte IP, donc Internet Protocol, et sur les autres systèmes, il supporte uniquement l'Internet Protocol. Donc en fait, socket, c'est un module qui va pouvoir
utiliser l'Internet Protocol. Et on va utiliser la méthode getHostByName du module socket qui va récupérer l'adresse IP de chacun des deux ordinateurs. Et bien sûr, on met cette adresse IP dans IP-moi. Donc les deux ordinateurs vont avoir une IP-moi. Ça ne vous étonnera pas, dans le texte variable yep, on va lui écrire un texte « Voici mon adresse IP » et on rajoute, donc tout ça c'est de l'HTML, on concatène la variable IP-moi. Donc il va écrire « Voici mon adresse IP ». C'est exactement ce qu'on a vu à l'écran tout à l'heure. On envoie cette variable yep, c'est-à-dire le texte, on l'envoie append à la fenêtre apprentissage de l'interface graphique. On fait un saut de ligne et puis on écrit un autre texte. L'autre texte qui est « Quelle est l'adresse IP de mon interlocuteur ?» exemple machin. Donc il va écrire le texte, on l'envoie sur la fenêtre d'apprentissage, on saute une ligne, on ouvre une boîte de dialogue et on récupère une variable, cette fois-ci, qui s'appelle IP lui. Donc c'est l'adresse Internet Protocol de l'autre ordinateur. GetText, on récupère de la boîte de dialogue, donc adresse IP de l'autre ordi, donc la personne tape, ça va dans la variable IP lui. Et puis, j'avais fait un code pour éviter d'avoir à retaper les adresses. Si jamais j'écrivais M, ça mettait cette adresse-là. Si je mettais D, D comme David, c'était mon adresse à moi, mon ordinateur. Donc je mettais D sur l'autre ordinateur, c'était cette adresse IP-là. Là, vous avez vu dans la vidéo, je les ai tapées une par une. C'était pour être sûr que j'étais bien sur... Parce que des fois, comme vous le savez, des fois, avec les adresses IP, ça bouge dans le réseau. Donc, pour être sûr que ça n'a pas bougé, je les affiche à l'écran et je regarde bien l'écran et je les tape à la main. Voilà, bon. Ensuite, on fait quoi? Eh bien, une fois que les adresses sur les deux ordinateurs ont été entrées, qu'on fait OK, à ce moment-là, on passe en self-interaction. Self-interaction, on va voir ce que fait cette fonction. Alors, cette fonction, CTRL-C, CTRL-F, on va aller voir ce qu'elle fait. C'est ici, def interaction. En fait, c'est tout simplement ce qu'on a déjà vu préalablement, c'est-à-dire c'est l'interaction homme-machine. Seulement ce coup-ci, c'est plus homme-machine, ça va être machine-machine. Donc en fait, dans la fonction interaction, il y a un endroit qui est prévu uniquement pour les deux ordinateurs. On va aller voir cet endroit. Si je le retrouve. Voilà, c'est ici. Donc on est dans self-interaction et on est ici dans if self toOrdi égale 1. Donc si on est en mode toOrdi égale 1, c'est le mode toOrdi, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il va regarder la variable ordre. Rappelez-vous, l'ordre c'est l'ordre de parole. Donc il regarde si on est en ordre de parole 1 ou en ordre de parole 2. Si on est en ordre de parole 1, si cet ordinateur-là est en ordre de parole 1, il va afficher à l'écran Go Server. D'accord? C'est-à-dire qu'il va aller à la fonction qui s'appelle serveur. Alors, elle ne s'appelle pas exactement serveur, elle s'appelle, donc c'est ici, elle s'appelle fonction serveur parle. On ira voir tout à l'heure ce que fait la fonction serveur parle. Par contre, s'il est en ordre de parole 2, à ce moment-là, il va aller à la fonction Go client et il va envoyer, le client va envoyer le mot j'écoute à l'autre ordinateur en passant par l'Internet Protocol. Donc le client envoie j'écoute, on va voir, là c'est juste un affichage écran, enfin console, pardon. Il va envoyer j'écoute et il va lui dire par là, je t'écoute, tu peux parler maintenant, on est synchronisé et je vais t'enregistrer. Alors regardez bien ce qu'il fait, alors on va aller voir au niveau de la console ce qui s'est passé. Voilà, passage par toOrdi, self ordre 2, go client, envoie j'écoute. Donc cet ordinateur-là, il était en mode client. Il a écrit dans la console, c'est écrit ici, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais grossir. Voilà. Il a écrit Go client, envoie, j'écoute et enregistre. OK? Donc on est là, Go client, envoie, j'écoute et enregistre. Je mets dans une variable que j'ai appelée message, je lui mets le string j'écoute. Ensuite, j'envoie à la fonction client avec l'argument message, message étant j'écoute, parce qu'en fait, au client, on peut lui envoyer deux messages. Il y a le message j'écoute, qui veut dire au serveur, tu peux parler maintenant. Et vous allez voir tout à l'heure, il y a le message aussi change. Et le message change, c'est une fois que le client a enregistré le serveur parler, eh bien, il renvoie un message
et il lui dit maintenant on change les rôles. Il lui envoie change, et quand le serveur reçoit change, eh bien à ce moment-là, il change l'ordre, la variable ordre change, toi t'étais 2, moi je passe à, t'étais 2, tu passes à 1, moi j'étais 1, je passe à 2, le client devient serveur, et le serveur devient client. Ok? Et de nouveau on recommence. Il y a un message j'écoute qui est envoyé. Alors, il envoie à la fonction client, il lui envoie le message j'écoute, on va aller voir ce qui se passe à client. Donc c'est parti, CTRL-C, CTRL-F, ici, voilà, def client, vous voyez que l'argument ici c'est message, et que le message qui a été envoyé en argument c'est j'écoute. Et il écrit dans la console, on est dans le client, on va envoyer un message. Alors on regarde au niveau de la console, s'il l'a bien écrit, on est dans le client, on va envoyer un message. C'est parti, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Eh bien, on crée ici une variable qui s'appelle hôte, et hôte, c'est quoi? C'est la transformation de IP-lui. Rappelez-vous, IP-lui, c'est l'adresse Internet Protocol de l'autre ordinateur. Okay, et on la met en string, parce que la variable hôte doit utiliser un string. Ensuite, on crée une variable port, c'est le port de l'ordinateur, qui est 15555. Les deux ordinateurs vont travailler sur le port 15555. On ouvre un socket, donc on ouvre une communication, un tesseract, avec justement le module socket. Donc on nous dit le module socket permet des opérations sur les sockets, des fonctions et autres fonctions relatives. Sur Unix, ça supporte uniquement IP. Sur d'autres systèmes comme Windows, ça supporte simplement l'Internet Protocol. Voilà. Donc ce qu'il fait, c'est que, regardez bien, il écrit sock.connect. Donc on va connecter l'hôte, c'est-à-dire l'Internet Protocol, enfin l'adresse IP de l'autre ordinateur, justement à mon port 15555. Une fois que c'est fait, on écrit connexion on et on utilise les accolades, le format port. Et qu'est-ce qu'il va afficher dans la console? Regardez bien. On va regarder ce qu'il affiche dans la console. Il affiche connexion on 15555. Donc ça y est, les deux ordinateurs à ce moment-là sont tous les deux connectés. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, ensuite, la fonction client va regarder ce qu'il y a dans l'argument message. Si le message égale j'écoute ou si le message égale change. Nous, on a envoyé j'écoute. Donc si le message égale j'écoute, il va utiliser la fonction time pour aller chercher l'heure qu'il est exactement. Alors pourquoi j'ai fait ça? En fait, c'était au début quand je testais cette manip, ça a pris du temps pour la mettre en place. Je voulais, parce que le problème c'était la synchronisation, donc il fallait vraiment observer les temps, les vrais temps à la seconde près, pour savoir qui envoie quel message à quel moment et pourquoi est-ce qu'il y a des retardements. Est-ce qu'il fallait faire ou pas des décalages? Bon. Et donc, j'ai récupéré les temps exacts sur la machine. Il récupère le temps, il le met dans la variable horloge, il imprime sur la console, horloge client, envoie j'écoute, à cette heure-là, l'heure d'horloge. Au niveau de la console, ça donne, horloge client, envoie j'écoute, on est le 13 juillet 2021, il est 11h04, 36. Voilà. Je ne peux pas vous montrer, je pourrais vous montrer, mais ce serait compliqué parce que vous n'allez pas vraiment voir. Mais on verra tout à l'heure ce qui se passe au niveau du serveur, parce qu'il y a eu quand même un échange qui a été fait, et vous allez voir tout à l'heure, voilà, ici, client envoie change et passe en ordre 1. Donc on était en ordre 2, on passe en ordre 1, et donc à ce moment-là, go serveur, il passe en mode serveur. On est dans le serveur, on passe à l'écoute, horloge reçue, il a reçu le mot. Alors, je suis en train de tout vous dévoiler en avance, mais c'est juste pour vous dire que l'autre ordinateur, pour l'instant, il est en train de faire ça. D'accord? Mais on le verra tout à l'heure en détail. D'accord? Revenons au tout début. Ça y est, horloge client envoie j'écoute et il envoie l'heure exacte. Il imprime dans la console l'heure exacte à laquelle il a envoyé le mot j'écoute. Ok? On est là. On va essayer de ne pas griller les étapes. Il écrit client envoie j'écoute, client envoie j'écoute. Ensuite, ça c'est intéressant, sock send all b string j'écoute. Donc la méthode send all du module sock, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien c'est elle qui envoie le message en Internet Protocol, donc en coulisses, qui envoie un message à l'autre ordinateur. Et qu'est-ce qu'il lui envoie? Alors j'ai mis du temps à comprendre ça aussi. En fait, il l'envoie en mode binaire. C'est-à-dire on ne peut pas simplement écrire une string. Non. L'Internet Protocol envoie du binaire. Donc il faut bien écrire le petit b avant le string ici. Et c'est en mode binaire que c'est envoyé. Et il envoie j'écoute. Bon.
On aurait pu écrire n'importe quoi, hein. Là, l'argument c'était j'écoute, on aurait pu écrire je t'écoute, enfin, peu importe. Bon. Ça, c'était si l'argument égale j'écoute. Si l'argument est change, bien évidemment, il envoie en binaire change. Bon, c'est pas le cas. Pour l'instant, il envoie j'écoute. Puis, ici, le if est terminé. Il passe pas par là, bien sûr. Et là, il va écrire dans la console print close. Close. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ferme le tesseract. Il ferme la connexion. La connexion est fermée. Ça, c'est assez intéressant. Il ferme la connexion. Et il retourne à l'endroit où la fonction client avait été démarrée. C'est-à-dire, je vous rappelle, c'est dans interaction. Vous vous rappelez? Alors, il faut retourner à interaction. Je crois que c'est 1386. Interaction, nous y voilà. Ou 1086 peut-être. Je ne sais jamais exactement. Non, c'est plus loin. Towardy. Nous y sommes. Donc, je vous rappelle, on était en ordre 2. Le message était j'écoute. On envoyait au client le message j'écoute. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est là que c'est génial. En fait, j'ai eu envie que quand le micro s'allume de la machine, parce que comme il dit au serveur, il lui dit j'écoute, ce qui était intéressant dans l'interaction, parce qu'au départ c'était une interaction machine, c'était que l'humain voit que l'ordinateur va écouter. Et je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer à l'écran un petit icône, comment on appelle ça, un sprite d'un micro, un micro rouge. C'est ce qu'on voit habituellement dans les applications. Et j'ai eu beau essayer d'imprimer un micro rouge, ça n'a jamais voulu le faire. Je ne sais pas pourquoi, tout était décalé dans le temps. C'est-à-dire que les micros s'allumaient, mon micro rouge n'apparaissait pas à l'écran, ça enregistrait, et une fois que c'était enregistré, il affichait le micro rouge. C'était incroyable. Donc, j'ai pas du tout réussi. Par contre, je ne sais pas pourquoi, en passant par l'HTML, c'est-à-dire en modifiant ce qui était déjà à l'écran. Voilà. On pouvait, à ce moment-là, modifier que ce qui était à l'écran. Donc, j'ai juste modifié le style de l'écran. L'écran qui était blanc, regardez bien, je le passe en background color, RGB 255 sur R, donc il passe en rouge. L'écran apprentissage devient rouge et l'humain comprend qu'il faut parler. Alors bien évidemment, là pour le coup on est entre deux ordinateurs, pour le coup ça sert à rien, mais on est dans la fonction interaction. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien ensuite on lance la fonction rec. Alors c'est quoi cette fonction rec? En fait, cette fonction rec, c'est une fonction qui appartient à un module Python que j'ai écrit qui est à côté, qui n'est pas dans ce module-là. C'est ici le module, alors l'algorithme Python qui s'appelle record ext1. Alors ext1 parce qu'il est en extérieur de ce module-là, de cet algorithme-là, il est en extérieur. Important car import la méthode extérieure qui s'appelle rec. Alors le voici, record ext1. Alors, je vais grossir un peu pour que vous puissiez voir ce qu'il y a dedans. Dans record x1, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a tout simplement la fonction rec. D'accord? Et on vient juste d'appeler rec, on vient d'appeler la fonction. Donc, déjà, il fait des imports. Il importe time, il importe NumPy, PyTTX. Alors, je ne sais plus, PyTTX, ça doit être pour l'enregistrement de la voix. SoundDevice, SkyPy.io, WebFi et Wavio. Tout ça, c'était des modules que j'avais utilisés justement pour, d'une part, écouter et émettre du son. Okay, donc j'en avais testé plein, c'est pour ça qu'il y a du code en grisé. On récupère l'heure, on écrit dans la console passage par rec. Alors on va voir ce qu'il a écrit dans la console. Donc on avait fermé le tesseract et il écrit bien passage par rec. Donc on rentre dans le module recordExt1, on rentre dans la fonction rec, on récupère l'heure, et il m'écrit passage par rec et il me dit quelle heure il est. D'accord? Ça a pris combien de temps? Ça a pris quasiment rien du tout. 11h0436. 11h0436, on est dans rec et il écrit passage par rec. Passage par rec. Ok? Ensuite, il met en route. Donc ça, c'est propre à la fonction. Alors, c'est la fonction SD. SD, en fait, c'est SoundDevice. Donc tout ça, en fait, c'est la fonctionnalité de SoundDevice. Donc on va mettre en route un moteur virtuel, on va lui dire le volume et la vitesse d'enregistrement, on va lui dire la fréquence du son, 44100, et la durée, 3 secondes. J'ai décidé d'enregistrer que 3 secondes. D'accord? Donc au niveau de la synchronisation, ça c'est important aussi, il ne faut pas faire trop court, il ne faut pas non plus faire trop long.
Donc ici 3 secondes. Et puis une variable qu'on va initier, recording, sound device, donc le module, la méthode rec, donc c'est là que ça enregistre. Et puis on lui met la durée, 3 secondes fois la fréquence. Donc ça va nous donner la plage d'enregistrement. Il va attendre tant qu'il n'entend pas de son, et dès qu'il entend le son, paf, il va se mettre à enregistrer. 3 secondes. Et enfin, il va écrire un fichier, pas n'importe quel type de fichier, il l'écrit en .wav. Et il l'écrit sur le disque dur. Donc c'est ça aussi qui est marrant, c'est qu'en réalité, cet agent conversationnel va constamment écrire sur le même fichier le son qu'il entend. Constamment. Il écrit ce qu'il entend. Et c'est tout. Je suis arrivé en bas de ma fonction rec. Ok? Donc j'ai écrit. Passage par rec, envoie un recon 1214, c'est quoi? Donc on retourne ici. Alors, il faut retourner à interaction. 1086. Towardy, on est là. Non, c'est pas 1086, c'est ici 1297. Rec, et on a fini. Donc on était en ordre 2. On a envoyé j'écoute. On a été dans la fonction client qui a dit j'écoute en mode binaire au serveur. Ok? On a mis l'écran rouge et on s'est mis à enregistrer. Pendant ce temps-là, l'autre ordinateur, le serveur, s'est mis à parler. Et nous, avec la fonction rec, on a enregistré. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On ne fait pas ça parce qu'on était là. On revient ici. Hop. On ne fait pas ça non plus, on ne fait pas ça non plus. On arrive ici. Et à ce moment-là, on va remettre l'écran apprentissage. On le remet en blanc. 255, 255, 55, il repasse en blanc. Et il écrit dans la console, envoie un recon 1214, ça y est, on y est. Je vous remets la console, ici, on était à passage par rec, envoie un recon, donc il est revenu, et il écrit envoie un recon 1214. Et là, il m'écrit dans la console, result, donc le résultat, égale bonjour. Autrement dit, il a entendu le serveur parler, il l'a enregistré, et il a reconnu bonjour. Alors, comment ça marche? On y est. Voilà comment ça marche. C'est-à-dire qu'il l'a enregistré sur le disque dur. Maintenant, il va essayer de reconnaître ce qui a été enregistré sur le disque dur. Il va mettre en route la fonction recon. Alors, on va aller voir ce que c'est que cette fonction recon. CTRL-C, CTRL-F. On va aller chercher ça. C'est ici. Def recon. Alors, DefRecon va utiliser le module Sound, alors c'est le module SR. Alors on nous dit librairie pour la performance, pour performer Speech Recognition. Donc c'est le module Speech Recognition avec le support de certains moteurs et d'API en ligne. Donc ça c'est très important, ça va utiliser en fait l'API Google de reconnaissance vocale. Donc il faut vraiment être connecté à Internet. C'est là un petit peu que le bas blesse, c'est que comme l'Internet Protocol passe en local, et que mon local à moi est vraiment très très nul, ensuite, comme il doit passer par Internet et faire traduire le message vocal en message texte, ça peut plus ou moins bien fonctionner. Donc je crois que c'est là que le bas blesse en fait. Donc il va le reconnaître. Regardez bien ce qu'il fait. Il crée une variable audio, et cette variable audio, il va aller chercher, il va aller ouvrir en fait le fichier recording1.wav. Donc il va lire le fichier audio. Il le met en source. Et puis, première étape, ça c'était conseillé, il faut faire une manip, toujours dans R. Je vous rappelle que R fait partie du travail sur Sound Recognizer. Donc il y a une méthode qui permet d'atténuer le bruit ambiant. Donc adjust for ambient noise. Donc on va atténuer avec une duration de 0,5. Et puis on va faire un try, donc on va tester. Alors pourquoi on fait un try? Parce que justement des fois il va sur internet, il enclenche l'API Google, il essaye de reconnaître le son et il n'y arrive pas. Et il fait un retour. Et le retour par exemple c'est none. Donc si vous faites un retour none et que vous attendez à avoir une string, c'est-à-dire un texte, et qu'il n'y a pas de string, vous plantez la machine. Vous plantez l'agent conversationnel. Donc c'est pour ça que j'ai fait un try pour voir effectivement si c'était planté ou pas. Donc si jamais ça plante, il n'y a rien, à ce moment-là, il va juste écrire print erreur 539. Alors pourquoi 539? C'est parce qu'on était à la ligne 539, mais bon, on n'est plus à la ligne 539. D'accord? Donc si jamais
Google ne renvoie rien, eh bien ça plante pas l'ordinateur, il y a une sortie de secours, et l'agent conversationnel va passer en mode intro tout simplement. Par contre, c'est là que c'est intéressant, le résultat, donc il met en route l'application, Recognize Google, en langage français, il faut bien lui préciser que le message audio c'était du français, et il le met dans Result, et dans la console on imprime le résultat, regardez bien, c'est écrit ici, Result égale Google nous a dit, ok, l'autre ordinateur a dit bonjour, et il écrit bonjour. Génial, non? Alors, ensuite, il y a écrit OK revenu. Alors, pourquoi OK revenu? Eh bien, tout simplement parce qu'on va sortir de Recon, donc Return Result. Ah, donc, on revient dans l'interaction. Je ne sais plus quelle ligne c'était. Oh, je ne sais jamais les lignes. Alors, on va essayer de retrouver. Voilà, c'est là, Towardy. On en était ici, Self-Recon. Et il écrit dans la, donc alors il a retourné, rappelez-vous, il a retourné le résultat et le retour du résultat est rentré dans la variable self-entrée. Je vous rappelle que l'interaction homme-machine, enfin le module interaction, c'est une entrée, bonjour, une sortie qui va chercher hello, puis de nouveau une entrée. Donc le résultat qui est bonjour, il le met dans entrée. Il m'écrit dans la console OK revenu, c'est ici. OK? Et puis il va travailler. Il va travailler. Alors regardez bien ce qui va se passer dans la console. Ici. Donc le résultat, c'est bonjour. Donc il va chercher dans le dictionnaire et il va trouver dans le dictionnaire, il va trouver la clé bonjour, à quel dictionnaire elle correspond, à quelle valeur elle correspond. Et il trouve, pour la clé bonjour, il trouve coordonnée à 1. Rappelez-vous, on avait dit que bonjour avait pour coordonnée à 1. Et il y a une possibilité de réponse qui est hello avec une pondération de 1. D'accord? Ensuite, il va chercher dans le dictionnaire ternaire, dictionnaire de discussion, il va chercher un binôme. Rappelez-vous. Pourquoi il cherche un binôme? Parce que en fait, la conversation ordinateur-ordinateur, elle démarre jamais à partir de étoile. Elle démarre à partir d'un bonjour. Donc en fait, comme il a trouvé bonjour, il va chercher bonjour, bonjour. Est-ce qu'il va trouver une réponse? Non. Il ne trouve pas de réponse. Donc il écrit youpla, bon ça c'était un code à moi, c'est-à-dire il n'a pas trouvé de réponse. Et donc il va chercher dans le dictionnaire mémoire. Il va chercher dans le dictionnaire mémoire, il a trouvé bonjour coordonné à 1, réponse hello, et au final, il va renvoyer, donc clé choisie, réponse hello, et il va envoyer hello. D'accord? Il va envoyer hello, et au final, il faut qu'il dise à l'autre, bon bah maintenant on va changer. Donc, il retourne dans le client, et il envoie un message. Il se connecte, et quel message il envoie au serveur? Eh bien, le client, c'est toujours cet ordinateur-là qui est toujours client, il lui envoie le message change. Il est 11h04 et 47 secondes. Ça a pris combien de temps là, tout ça là? 11h04, 47, 11h04, 36. D'accord? Donc ça a pris une dizaine de secondes tout ça. Il lui envoie le message change. Et à ce moment-là, cet ordinateur-là qui était en ordre de parole 2 passe en ordre de parole 1 et il ferme le Tesseract. Il est à présent en ordre de parole 1 et il va à la fonction serveur. Ok? Et à présent, c'est l'envers du décor. C'est comme si on était sur l'autre ordinateur, d'accord? Mais c'est celui-ci. Et l'autre, il est passé en client, alors que celui-ci est passé en serveur. Alors, il écrit, on est dans le serveur, on va passer à l'écoute, il donne l'adresse IP, il dit qu'il est connecté, il dit à quelle heure il est connecté, et regardez, c'est génial, il reçoit, donc le serveur reçoit de l'autre ordinateur, il a reçu et il imprime ce qu'il a reçu. Il a reçu en binaire le mot j'écoute. Donc là, ok. Et à ce moment-là, il comprend que puisque l'autre écoute, eh bien, il a le droit de parler. Donc il écrit horloge serveur va parler. Il me met à quelle heure il parle. Et là, il parle. Alors, je pourrais vous montrer à quel endroit il parle. Alors, on va aller voir quand même la fonction serveur parle. Towardy, client, et ici,
serveur parle. Serveur parle. Donc là, vous avez une adresse, je ne sais pas si vous la voyez. C'est là où j'ai pris tout ce code. Bien sûr, je l'ai retravaillé, mais je vous conseille vraiment d'aller voir tout ce code HTTPS python.doctor, page réseau socket python.port, qui explique un peu comment ça fonctionne et qui donne le code de démarrage. Pour vraiment vous testiez ça, la communication entre deux ordinateurs, on peut aller voir. On va aller voir. Je vous montre très rapidement. Il n'y a pas de raison. De toute façon, le plus important, c'est de partager les codes. Donc, vous tombez sur ce site qui est merveilleux. Il y a beaucoup de choses à regarder. Et là, vous avez un cours spécifique. Donc, Python Doctor, un cours spécifique sur les réseaux sockets. Comment on communique des machines distantes, comment atteindre le bon service. Un socket, c'est quoi? Le socket est donc, dans notre cas, une association au niveau de l'OS entre un programme qui tourne en boucle et le port de la machine qui lui est dédié. Socket et Python. Pour comprendre le fonctionnement des sockets avec Python, nous allons travailler avec deux fichiers, un fichier serveur.py et un fichier client.py. Donc moi, bien sûr, dans mon agent conversationnel, il y a les deux en fonction, le serveur et le client. Et de l'autre côté, sur l'autre ordinateur, il y a le serveur et le client. Et ils s'envoient des messages « j'écoute » et ils s'envoient des messages « on change les rôles ». Et chacun a les deux fonctions. D'accord ? Et puis en dessous, là, ici, là, dans le code, vous avez le code pour le serveur et vous avez le code pour le client. Donc je vous conseille d'aller voir ça, c'est vraiment un petit régal à tester, c'est vraiment super sympa. Je reviens ici. Là, pareil, comme tout à l'heure on était dans le client, eh bien on ouvre un Tesseract, on va lier, donc c'est pas exactement la même méthode, vous avez vu, cette fois-ci c'est une liaison au port 15555, et puis on va faire un truc en boucle. J'ai utilisé une variable à l'écoute qui était à true, et je dis tant que c'est true, on écoute. Okay, donc sock, le Tesseract listen, donc il est à l'écoute. Il accepte tous les messages qui viennent de ce port. Il va imprimer dans la console qu'il est connecté à cette adresse. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On est dans le serveur, on passe à l'écoute. On est dans le serveur, on passe à l'écoute. Il écrit l'adresse IP, il dit qu'il est connecté. Ok, donc c'est écrit ici. C'est écrit ici. Voilà, serveur connecté. Ensuite, si la réponse est différente de rien, donc il est à l'écoute. Si la réponse est différente de rien, donc à partir du moment où il entend quelque chose, si jamais il n'entend rien, en fait, il va revenir. Il revient ici grâce à la boucle while. À partir du moment où il entend quelque chose, il récupère l'heure et il écrit horloge reçu réponse. Il écrit l'heure et il écrit la réponse. Et voilà ce qu'il écrit. Horloge reçu réponse, il me donne l'heure et il dit ce qu'il a reçu. Et là, l'autre ordinateur lui a envoyé, puisque l'autre ordinateur c'est le client, il lui a envoyé « j'écoute ». Sous-entendu, tu peux parler. Okay, donc on y est, il a reçu « j'écoute ». Et puis il y a écrit « si la réponse égale j'écoute », ça pourrait être quoi une autre réponse? On verra ça un peu plus tard. Donc si la réponse égale j'écoute, donc là il a reçu « j'écoute ». Et là il regarde si on est à l'initialisation. Si on est à l'initialisation de ce démarrage de conversation entre deux ordinateurs. Parce que la règle de base que j'ai mis, c'est que quand une conversation entre deux ordinateurs commence, eh bien la variable first word, premier mot, est égale à 1. Donc là, il regarde d'abord si first word est égal à 1, et c'est le cas. C'est la première fois que lui, là, va parler. Alors, en tout cas, pour cet ordi. Donc là, il prend l'heure, il écrit horloge first word. Donc, est-ce qu'il l'a fait? On va regarder ça. Ah non, alors en fait, il n'y était pas. Il n'était pas en first word. Non, parce que l'autre, il l'avait parlé en premier. Okay. Donc, il regarde ici. Il dit horloge serveur va parler. Serveur va fermer pour parler sortie. Donc, voilà. Je vous rappelle que la sortie, c'est hello. Donc, il écrit d'abord l'heure. Horloge serveur va parler. Il écrit la date et l'heure. Donc, 11h04. Il écrit serveur va parler. Peut parler sortie. Peut parler sortie. Il écrit dans une variable la phrase qui self-sortie. Self-sortie, c'est hello. Et regardez ici, j'ai mis un temps d'attente. Ça, c'était pour mon problème de synchronisation. J'avais remarqué qu'il
il fallait pas qu'il parle trop tôt parce que les micros n'étaient pas encore allumés. Donc j'ai mis un time sleep. Ensuite, j'utilise le moteur de parole. Alors je sais plus exactement, mais tiens, ici il va nous le mettre. Proxy to driver implementation, proxy. Non, c'est pas ça. Save. Non, il veut pas me le mettre, c'est dommage. Donc en tout cas, c'est comme ça qu'il parle. Donc je lui mets la phrase, c'est-à-dire hello, et je lui mets dans le moteur de parole, et il me dit la phrase. Il attend, il ferme le serveur, et le serveur est fermé. D'accord? Donc là, il m'a écrit le serveur va fermer, peut parler sortie, et il m'écrit 120. C'est une de mes pierres blanches. Et regardez bien, ici, il retourne self-order égale 1, go server. Donc on va continuer ici le code. Donc là, il est retourné à la fonction qu'il l'avait appelée. Bon, etc. etc. J'espère que ces explications vous ont plu. Et donc finalement, vous comprenez mieux un petit peu comment ça marche. Quand on est en mode agent conversationnel humain-machine, l'écran passe au rouge et l'humain sait qu'il doit parler. Pas de problème. Quand on est donc en mode deux ordinateurs, eh bien à ce moment-là, vous avez cette synchronisation qui se fait par l'Internet Protocol. J'espère que tout ce projet agent conversationnel vous a plu. Je vais essayer à présent de mettre tout ça en ligne. D'une part le code, mais aussi d'en faire une application en ligne, peut-être en passant par Binder, à suivre. Je vous dis à bientôt pour un prochain projet. Salut!